Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans Leadershift. Deuxième épisode de notre série sur l'épopée du héros ou de l'héroïne. Vous vous souvenez de l'épisode précédent? Nous avions parlé de Christopher Vogler et de son idée et de celle de Campbell, que toutes les histoires finalement se ressemblaient, qu'elles avaient un certain nombre d'étapes qui étaient les mêmes, un certain nombre d'archétypes de personnages qui se retrouvent tout le temps. Et donc nous allons, dans cet épisode, étudier, détailler les étapes du voyage. Alors aussi bien Vogler que Campbell séparent le voyage en trois actes, en trois étapes. L'acte du départ et l'acte du retour, avec au milieu, alors Vogler appelle ça le combat ou l'initiation, qui est en fait l'aventure elle-même. Donc 3 actes. Ces 3 actes se séparent en 12 étapes. Alors, un petit rappel. Dans l'acte du départ, il y a donc le monde ordinaire, l'appel à l'aventure, le refus de l'appel à l'aventure et la rencontre avec le mentor. Ensuite, un moment charnière qui est de franchir le premier seuil, qui permet de passer du monde ordinaire au monde extraordinaire. Et donc, une fois dans le monde extraordinaire, nous sommes dans le deuxième acte, qui est l'acte du combat ou de l'initiation, avec 4 étapes: test allié-ennemi, l'approche, l'épreuve, la récompense. Ensuite, la 10e étape, c'est l'étape charnière de retour, c'est-à-dire le chemin du retour du monde extraordinaire vers le monde ordinaire. Et donc, 2 étapes pour l'acte du retour lui-même, qui est le héros de la résurrection et le retour avec l'élixir. Donc, nous passons du monde ordinaire, étape 1 à 4, dans un monde extraordinaire, étape 6 à 9, pour revenir au monde ordinaire, étape 11 et 12, mais changé, puisque l'objectif de cette quête, on peut souvent le concrétiser par l'obtention d'un élixir. On verra les différentes formes que celui-ci peut prendre. Alors, ces étapes, quelles sont leurs significations? Le monde ordinaire. Dans le monde ordinaire, c'est notre zone de confort. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans lequel nous évoluons sans trop faire d'efforts dans le cadre de nos habitudes. Alors, il y a souvent des problèmes dans notre zone de confort. Ça peut être problème interne, problème externe. Problème interne dans le sens problème personnel, problème à l'intérieur de moi, ou un problème externe. L'injustice, changement climatique, etc. Et du coup, dans ce monde ordinaire, il y a toute une série de questions que nous ne nous posons pas, mais qui pourraient nous faire partir à l'aventure. Il y a une série de choses peut-être que nous ne voyons pas, ou que nous ne voulons pas voir. Ou quels sont les manques, par exemple, qui nous empêchent de dire « et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps ». Pourquoi y a-t-il besoin de partir à l'aventure? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout de suite dire « et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps » finalement? Bon, eh bien c'est parce qu'il y a des manques. Il y a quelque chose, il y a une chose de laquelle nous ne sommes pas satisfaits. Quelle blessure avons-nous qui nous empêche de vivre la vie dont nous avons envie? Et c'est marrant parce que du coup, c'est de vivre la vie que nous avons planifiée pour nous-mêmes. Mais on a vu à l'épisode précédent que cette vie planifiée, Campbell nous dit, mais elle va pas vous arriver. Des éléments vont venir déranger cette planification, vont venir déranger votre monde ordinaire. L'extraordinaire fera peut-être irruption dans l'ordinaire. Donc ce monde ordinaire, il est statique, il est habituel, mais il est instable. Et donc, deuxième étape, l'appel à l'aventure est une occasion, est une opportunité. Alors c'est souvent un événement extérieur qui provoque un appel intérieur. Ou ça peut être aussi un messager, le héros, qui vient, le héros AULT. Ça s'écrit pas AULT d'ailleurs, ça s'écrit RAUT. Voilà, bon. Donc un messager qui vient nous amener une nouvelle, qui vient nous dire quelque chose. D'ailleurs, les événements sont neutres. C'est nous qui choisissons de les voir comme des menaces ou des opportunités. Menaces à la stabilité de notre monde ordinaire ou opportunité de partir dans le monde extraordinaire du changement. Donc, on voit ici que l'appel à l'aventure, finalement, il peut être implicite, il peut être explicite. Il est souvent amené de l'extérieur. C'est quelque chose qui va nous arriver et qui va nous questionner. Donc, un inconfort survient et avec lui toutes les questions que nous avons vues à l'étape d'avant. Et donc, à cet inconfort, nous devons répondre.
y ferais-je quelque chose ou pas? Et ce que dit Campbell, étape 3, toujours du premier acte, c'est que souvent, nous allons refuser l'appel parce que nous n'avons pas l'énergie suffisante pour partir à l'aventure. Évidemment, il y a des risques. Nous nous sommes peut-être déjà brûlés par le passé à vouloir changer les choses ou les gens ou nous-mêmes. Donc nous allons créer des excuses, des justifications pour ne surtout pas partir à l'aventure, pour rester dans l'instabilité mais la sécurité de notre monde ordinaire. Et alors, une justification standard, c'est le gardien du seuil que nous allons devoir rencontrer si nous voulons passer dans le monde extraordinaire, nous fait peur. Ce gardien du seuil nous fait peur et nous découragera de nous mettre en route. Et pourquoi ? Eh bien, c'est souvent par égoïsme du gardien du seuil. D'ailleurs, le rôle du gardien du seuil, nous le verrons dans l'épisode prochain, peut souvent être joué par quelqu'un qui est proche de nous, voire quelqu'un qui nous aime. Donc, le gardien du seuil fera tout pour nous décourager de nous mettre en route, mais aussi pour nous tester. D'où l'idée de seuil. Mais, une fois l'appel refusé, ou si nous refusons l'appel, il y a souvent une rencontre importante, qui est la rencontre avec le mentor. Et là, je vais vous lire un petit extrait. Vous, chercheurs craintifs, au bord du précipice de l'aventure, consultez les anciens de votre tribu. Cherchez ceux qui sont partis avant vous. Apprenez les coutumes secrètes qui révèlent les points d'eau, les sentiers à gibier et les buissons de baies, ainsi que les marais, les sables mouvants et les monstres à éviter. Un vieillard, trop faible pour partir à nouveau, vous dessine dans la terre une carte. Le chaman de la tribu presse quelque chose dans votre main, un cadeau magique, un talisman puissant qui vous protégera et vous guidera dans votre quête. Vous pouvez maintenant partir avec un cœur plus léger et une plus grande confiance, car vous emportez avec vous la sagesse collective de la tribu. Fin de citation. C'est la rencontre avec le mentor. Vous voyez qu'à la lecture de ce passage, vous vous remémorez les films, les livres préférés qui racontent vos histoires préférées, et vous voyez que cette rencontre avec le mentor est un des thèmes absolument récurrents qu'on trouve partout. Pourquoi ? Parce que cette étape, elle vient juste avant le franchissement du seuil. Et donc, nous avons besoin de nous préparer. Nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin d'outils, nous avons besoin de connaissances, nous avons besoin d'un mentor. Alors, mentor, c'est qui ? Un mentor, c'est M minuscule, une ou un mentor. C'est devenu un nom, mais c'était un nom majuscule. C'était un nom mentor, M majuscule, qui est un ami d'Odyssée. Odyssée, donc, qui est un héros grec, qui est parti, alors évidemment, comme tous les héros grecs athéniens, partait en guerre contre Troie, et donc un long voyage, Odyssée, d'où l'Odyssée, l'idée de l'Iliade et de l'Odyssée aussi, chargé d'éduquer Télémaque, fils d'Odyssée. Mais, ce qui est intéressant, c'est que derrière les rideaux de cette histoire, de Mentor et d'Odyssée, il y a Athénée, qui est la déesse de la sagesse, qui pilote Mentor. Donc le mentor, c'est le tenant de la sagesse, c'est la personne qui va vous préparer, ou préparer le héros ou l'héroïne à franchir le seuil. Alors le mentor n'est pas toujours un ami. C'est quelqu'un qui va vous donner les éléments nécessaires à votre aventure, mais la décision vous appartient encore. Ce sont aussi des personnes qui pourront vous aider pendant le voyage, plus tard. Donc la première rencontre avec le mentor a lieu à un moment décisif, c'est juste avant le franchissement du seuil, avant l'entrée dans le monde extraordinaire. C'est en fait le début de la préparation à l'entrée dans le monde extraordinaire. Et donc, prochaine étape, donc l'étape pivot, nous quittons le premier acte et nous entrons dans dans le deuxième acte, qui est le franchissement du premier seuil, étape absolument importante puisqu'elle nous fait passer du monde ordinaire au monde extraordinaire. Alors, le franchissement du seuil ne se passe pas toujours volontairement. Un événement peut provoquer le franchissement. Par exemple, film catastrophe. Il y a une épidémie, il y a, pensez à Walking Dead, etc. Il y a un événement qui provoque, qui nous jette dans le monde extraordinaire. Pensez plus récemment à notre pandémie de la Covid-19. On s'est réveillé un matin avec un confinement, avec une pandémie mondiale. Donc, cet événement arrivé de l'extérieur nous a plongé dans le monde extraordinaire sans nous demander notre avis. Lors de ce franchissement de premier seuil, il y a là où les rencontres avec le ou les gardiens du seuil qui vont tester votre volonté de partir à l'aventure. Donc, c'est un moment à reconnaître. L'entrée dans le monde extraordinaire
pour nous repérer, prendre nos marques, nous installer. Une fois que nous avons franchi le seuil, nous allons passer un moment à découvrir dans quel monde nous sommes arrivés. Pensez aux films sportifs, dans lesquels la petite équipe qui vaut rien arrive dans le grand stade. On peut penser à Hoosiers ou on peut penser à d'autres films sportifs comme A League of Their Own aussi, où les joueuses arrivent les joueuses de baseball pendant la Deuxième Guerre mondiale arrivent dans un stade de baseball professionnel et c'est une équipe d'amateurs avec des femmes qui, pour la plupart, n'étaient jamais sorties de leur village. Donc ce franchissement de premier seuil, c'est aussi la découverte du nouveau monde, du monde extraordinaire. Et donc l'idée, évidemment, c'est de nous repérer, de prendre nos marques, nous installer, puisque nous allons être dans ce monde extraordinaire pour un moment. Alors, attention à l'aventurisme romantique. Le passage du seuil et l'arrivée dans le monde extraordinaire ne se passe pas toujours bien. Nous devons être préparés, d'où la nécessité d'avoir un mentor ou de rencontrer les gardiens du seuil. Nous passons à l'étape suivante. Nous sommes maintenant fermement installés dans le monde extraordinaire, et donc nous allons être testés, être jugés dignes de vivre dans ce monde extraordinaire. C'est la phase test allié-ennemi. Alors, ce ne sont pas encore des tests de vie ou de mort. Ce sont plutôt des challenges d'acclimatation au nouveau monde. Nous cherchons des alliés, des gens comme nous découvrons des ennemis, des personnages qui se mettent en travers de notre chemin. Ça peut être aussi des êtres chers de nouveau. Un ennemi pendant le monde extraordinaire peut être notre épouse, notre époux, notre ami, notre enfant, notre collègue, notre chef. Nous trouvons parfois des compagnons de route, que Campbell appelle des sidekicks, donc des acolytes, des gens comme nous. Bref, nous découvrons le monde extraordinaire, nous identifions nos ennemis et nos rivaux, c'est une autre forme d'ennemi, nous reconnaissons nos points d'eau, nos points ressources, et formons notre équipe pour partir à l'aventure. Et le départ à l'aventure, finalement, c'est la prochaine étape, qui s'appelle l'approche. Nous sommes toujours dans le deuxième acte, et donc l'approche, c'est ce que Campbell appelle « the approach to the inmost cave ». Alors j'ai traduit ça, comme j'ai pu, l'approche de la grotte recluse. Alors la grotte recluse, c'est quoi ? C'est souvent l'antre du grand méchant. C'est le centre du mal. C'est vraiment l'endroit où la crise, on verra tout de suite l'étape d'après, c'est là où la crise va se passer. Donc l'approche de la grotte recluse, c'est une étape dans laquelle il y a une série de tests et de nouveaux gardiens, et de nouveaux ennemis, et de nouveaux alliés, mais cette fois sur le chemin vers la crise. D'accord ? Finalement, après s'être préparé, nous sommes en chemin vers. Donc nous marchons, c'est de nouveau dynamique. La phase test allié ennemi, c'est souvent dans le nouveau monde, dans le monde extraordinaire, mais de manière, je dirais, statique. Là, l'équipe avance vers la crise. Donc c'est l'étape de l'approche de la grotte recluse. Prochaine étape, comme annoncé, la crise. Alors, le mot crise en français est pas tout à fait synonyme du mot anglais. En anglais, c'est ordeal, O-R-D-E-A-L, qui se traduit aussi par supplice. Alors moi, je traduirais ça par la rude épreuve, puisque c'est rude. Donc notre héros, notre équipe est dans la grotte recluse, on y est arrivé, on est au centre du mal, on est là, on doit aller voler l'élixir, ou on doit aller trouver la clé de l'histoire. Et donc souvent le héros va mourir, ou presque mourir, pour renaître ensuite. La mort peut d'ailleurs être symbolique. Alors c'est une crise existentielle, mais qui n'est pas encore le climax, l'apex de l'épopée, qui vient plus tard. En revanche, dans l'épreuve et la crise, la mort est omniprésente. Soit celle du héros, soit celle d'un acolyte, soit celle d'un allié, le mentor, etc. On peut penser à Star Wars, la mort de... j'ai oublié son nom maintenant, qui meurt dans le combat contre Dark Vador. On peut penser à la mort de Gandalf dans le Seigneur des Anneaux, dans la Compagnie de l'Anneau. Et donc, cette rude épreuve, cette crise, se résume souvent à faire face à l'ombre, ou à un rival, ou à ses ennemis, et à ce qu'il doive y avoir des sacrifices pour que l'épreuve puisse continuer et que finalement le héros puisse arriver à destination. C'est souvent là que l'acolyte meurt, dans l'épreuve. Dernière étape du deuxième acte, c'est la récompense. La rude épreuve est vaincue. C'est le moment de célébrer avec les survivants. Il y a des scènes de feu de camp, il y a des scènes d'amour, il y a des scènes de relâche, de relaxation, de joie. La récompense est donnée au héros. Alors le nom symbolique de cette récompense, c'est l'épée, avec un E majuscule, puisque c'est souvent un objet ou quelque chose qui va aider
le héros dans sa quête. La récompense peut aussi directement être l'élixir, finalement, qui résoudra tous les problèmes du monde ordinaire, et en particulier ceux pour lesquels nous sommes partis à l'aventure. D'ailleurs, cet élixir, souvent, il va falloir le voler. Et on reprend Star Wars, le vol des plans de l'étoile noire, c'est typiquement un vol d'élixir. Alors, quoi qu'il en soit, lors de cette récompense, suite à la crise, c'est un nouveau héros qui émerge victorieux de la rude épreuve. Alors, nous avons terminé le deuxième acte, il faut maintenant entrer dans le troisième acte, donc c'est le chemin du retour, et donc c'est le moment pivot, c'est l'étape, la 10e étape. Et donc la plupart des héros retournent effectivement dans leur monde d'origine, mais c'est un choix. Il y a certainement des histoires dans lesquelles le héros reste dans le monde extraordinaire. Alors souvent, le héros retourne pour ramener l'élixir et résoudre la quête initiale. Donc évidemment, c'est pas un chemin facile. Surtout si l'ombre et ou le rival et ou les ennemis n'ont pas été défaits à l'étape précédente. Donc il y a des scènes de poursuite, il y a des scènes de vol magique, vol dans l'air, ou carrément un retournement de situation. Le chemin du retour n'est de loin pas de tout repos. Et donc c'est sur le chemin du retour, étape 11, la résurrection. C'est le moment du climax, de l'apex de l'épopée. C'est un dernier challenge qui attend le héros, qui est de retour dans son monde ordinaire, souvent, et c'est souvent un challenge physique et ou mental. Alors dans les westerns, c'est le fameux showdown. Ils sont au milieu, il y a un silence terrible, il y a des balles d'herbe qui volent, et ils sont face l'un à l'autre avec la petite musique de Sergio Leone, et puis, la musique d'Ennio Morricone plutôt, dans un film de Sergio Leone. C'est souvent là qu'il y a le combat final, au sabre laser par exemple, ou le choix final. C'est une vraie catharsis, c'est-à-dire que c'est le moment de la transformation finale du héros. C'est l'avant-dernière étape. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des histoires que nous avons considérées jusqu'à présent, le héros gagne, termine. Alors, ça peut arriver qu'il se sacrifie pour le bien d'autres personnes. Et donc c'est le dénouement, dernière étape, le retour avec l'élixir, où le héros retrouve son monde ordinaire et le change, puisque lui est changé, de la manière la plus positive possible. Voilà les 12 étapes. Alors, il est temps, je pense, de faire un exemple concret dans une vie professionnelle, et j'ai choisi la formation. La formation en entreprise. Bah oui, en fait, vous êtes exactement dans le schéma de Campbell et de Vogler. Je vous dis tout de suite pourquoi. Première étape, le monde ordinaire, vous êtes au job, bon, ça va bien, mais de nouveau, des choses dont vous n'êtes pas forcément content, des choses qu'on pourrait améliorer, bon, etc. L'appel à l'aventure, entretien de fin d'année, votre chef vous dit, mais il faudrait peut-être que tu améliores le machin du truc, etc. C'est un appel à l'aventure. Étape suivante, refus de l'appel, évidemment, j'ai pas le temps, puis j'ai pas besoin, puis de toute façon ça changerait rien, et puis bon. Et puis là, vous avez la rencontre avec le mentor, étape suivante, qui est votre responsable RH, qui vient et vous challenge, et vous dit « Mais jeune Padawan, tu vas découvrir un monde extraordinaire, et tu vas revenir avec l'élixir. » Et là, vous dites « Oui, j'y vais, tada !» Et donc, le franchissement du premier seuil, c'est le choix de la formation, l'inscription. Et là, le gardien du seuil, c'est par exemple le formulaire de 82 pages en 3 copies carbone qu'il va falloir écrire avant de s'inscrire. Il faut se rendre à la formation, il faut prendre des vacances, ou il faut négocier, enfin, tout ça, ce sont des gardiens de seuil qu'il va falloir vaincre pour arriver dans le monde extraordinaire. Et donc, on entre dans le monde extraordinaire, et vous vous souvenez, je vous ai dit, quand il y a l'arrivée dans un nouvel environnement. Et de la même manière que l'équipe de basket entre dans le stade, vous entrez dans la salle de formation. Et là, vous entrez dans la phase test allié-ennemi, qui sont les participants. Qui est comme moi ? Qui est le formateur ou la formatrice ? Vous allez donc essayer d'apprendre à connaître votre nouvel environnement, votre environnement de formation. L'approche de la grotte recluse, c'est par exemple le suivi de la formation, juché d'embûches, de difficultés, d'incompréhension, de colère, de frustration, peut-être même la préparation de l'examen, par exemple. L'épreuve, la rude épreuve, sans surprise, je vous mets un examen de certification, je me bats contre les experts, je me bats contre moi-même, je me bats contre les gens qui me donnent pas le temps, je me bats contre mon enfant qui veut absolument que je passe un week-end avec lui alors que je dois préparer etc., etc., etc. La récompense, c'est la certification, d'accord ? La compétence, vous revenez avec l'élixir. Sur le chemin du retour, c'est le retour en entreprise, dans votre job. Donc on repasse dans le monde ordinaire, mais alors là, il y a le climax de l'apex de votre aventure,
faut faire face aux collègues, jaloux, au chef, peut-être au rival qui voulait votre poste. Et donc là, maintenant, l'idée, c'est d'utiliser l'élixir si chèrement acquis au mieux de ses possibilités pour, dernière étape, retour avec l'élixir et donc appliquer l'élixir au mieux pour que vous soyez plus performant, que votre équipe aille mieux, que votre entreprise progresse, etc., etc., etc. Vous voyez que j'ai pris la formation en sachant que ça allait marcher. Pourquoi ? Parce que la formation est un processus de changement et Campbell, au travers de ses 12 étapes, nous parle simplement des processus de changement. Tout à fait simplement. Et donc, ce ne serait pas une surprise que dans beaucoup de processus de changement que vous vivez, eh bien, vous puissiez finalement prendre de l'information de Campbell, de Vogler, de ce héros que nous sommes, ou de cette héroïne que nous sommes, pour passer à travers ces changements. Voilà, c'était le 2e épisode de la série. La semaine prochaine, 3e épisode, nous allons cette fois étudier les archétypes de personnages que nous rencontrons lors de notre épopée, pour épisode suivant terminer par quelques applications pratiques. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'oubliez pas d'aller mettre une revue sur iTunes ou là où vous écoutez votre podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.